Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Oui, aujourd'hui, Annie, on va parler d'un sujet qui, moi, que je trouve incroyable. Je le connais un peu, pas autant que toi. D'ailleurs, tu as eu l'occasion d'en parler dans ton premier livre. Oui. On peut le dire. Hein. Oui. C'est l'une des 12 histoires qu'il y a dans ton premier livre, La dépoussiéreuse de crime. Mais on va y revenir aujourd'hui dans une version audio, donc, évidemment. C'est un cas que je trouve extraordinaire parce que c'est un mélange de true crime, de mystère, de choses qui sont complètement, je trouve, pardonne-moi l'expression, capotées, comme on dit en bon québécois. C'est l'une des histoires qui m'a le plus vraiment jeté à terre, là, tellement c'est incroyable. Et puis, ça commence en 1954, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est une histoire que, oui, il y a le mystère entourant tout ce qui s'est passé dans ces événements-là en 1954, mais c'est aussi parce que ça rentrait comme dans une catégorie que moi, j'aime beaucoup, que j'appelle les victimes collatérales qui sont devenues un peu enquêteurs malgré eux, parce que c'est le cas ici dans la famille des victimes. Donc, ça se passe le 27 juillet 1954. Un couple avec un seul enfant de 3 ans. Le papa est parti travailler. Il est ouvrier dans une manufacture de textile de Sherbrooke, parce qu'on est dans la ville de Sherbrooke. Sherbrooke, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu au nord-est de Montréal, à quelques heures de Montréal. Là. C'est une ville moyenne du Québec. Donc, c'est Annette Gilbert, la femme de Adrien Tessier, et son fils Richard Tessier, de 3 ans, qui, pendant que le papa est parti travailler, décide d'aller faire un tour dans le coin de Compton pour aller voir les parents d'Annette. Aller faire un tour en visite. Donc, ils partent de la rue Balle sur la rue dans la ville de Sherbrooke et prennent l'autobus en direction de Compton. Mais finalement, ne sont jamais retrouvés. Ils ne sont pas retrouvés, ils sont portés disparus. Ils ne sont jamais arrivés à leur destination, dans le fond. Oui. Ils ne sont jamais arrivés chez les parents d'Annette. Donc, Adrien Tessier, quand il revient travailler, voit que sa femme, il prend des nouvelles chez son beau-père, qui lui dit « Non, ma fille n'est jamais arrivée à bon port, donc qu'est-ce qui se passe? » Donc, il a contacté les policiers, j'imagine, de la ville de Sherbrooke, pour expliquer la disparition de sa femme, parce qu'il y a un facteur supplémentaire, il est inquiet parce que sa femme serait en proie à une dépression nerveuse. Tu sais, c'est un terme plus utilisé aussi à cette époque-là. Sa femme n'allait pas bien. Elle est nerveuse par rapport à tous les dangers que la grande ville comporte. Puis, elle aurait même déjà émis le souhait de vivre en forêt, de loin, à l'écart de la société, pour protéger son fils. En fait... une forme d'anxiété aiguë, est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Hein? Ça ressemble à ça, en tout cas. C'est sûr que c'est ramené par les journaux. C'est aussi la compréhension de la santé mentale de 1954, comment est-ce qu'on doit l'interpréter aujourd'hui. C'est ça, c'est bien différent d'aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est la panique, évidemment. Le père d'Annette Gilbert, soit Josaphat Gilbert, décide avec son beau-fils, qui est Adrien, de commencer à faire des battues. Puis ça, c'est ce qui est impressionnant aussi dans cette histoire-là. Il y aura eu en tout, je crois, 12 battues de fait pour ce cas-ci, dont une qui, à l'époque, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a clenché, entre guillemets, là, le record, mais il y avait eu une battue aussi là, qui était assez légendaire pour l'époque. Et là, ils vont se mettre activement là, à la chercher, parce qu'en plus, évidemment, ils la sentent en danger parce qu'elle était dans un état de vulnérabilité. Puis évidemment, on a un enfant de 3 ans dans ça. Mais là, il y a eu quelque chose qui s'est passé
qui a changé, évidemment, qui a détourné l'attention et qui a orienté les recherches encore plus à ce niveau-là, c'est qu'à Johnville, qui est une municipalité un peu à l'est de Sherbrooke, mais qui est quand même à 3 heures de marche du domicile là, des Tessier, il y a un petit garçon qui s'adonnait à la pêche dans une rivière au saumon. Et le petit garçon, il est en train de pêcher et à un moment donné, il voit un corps d'enfant flotter face contre terre, si on peut dire, même s'il est dans l'eau. Évidemment, il pense que, tu sais, à son âge, c'est un jeune enfant, je pense qu'il avait même pas une dizaine d'années. Mm-hmm. Il s'est dit, je vais ramasser cet enfant-là. Mais c'est une rivière quand même qui avait un bon débit. Et il y a même des photos à l'appui dans le journal. Là, l'enfant, il montre qu'est-ce qu'il a fait, puis il montre exactement l'endroit. Il est sur une roche et il s'étire le plus possible et réussit à attraper le pied de l'enfant, mais ça y échappe. Pas capable de le ramener. Et l'enfant continue son chemin, évidemment, dans le cours de l'eau. Et là, il est rentré chez lui en panique en disant à sa tante, parce qu'il était à ce moment-là en vacances chez sa tante, pour lui dire qu'il a vu le corps d'un enfant dans l'eau. Donc, la police est venue rencontrer l'enfant. Soi-disant, il lui a fait faire un test polygraphique, ce qui me surprenait pour l'époque, là, mais on avait besoin de voir si l'enfant, il n'était pas en train de raconter un peu n'importe quoi. Puis, mais ce que ça disait dans les journaux, c'est que l'enfant était vraiment crédible, et d'un, parce qu'il était complètement affolé, mais aussi parce qu'il disait que l'enfant portait un chandail rayé, ce qu'il appelait barré à l'époque, style matelot, bleu marin et blanc, et c'était vraiment le chandail que l'enfant portait. Et si je ne me trompe pas, ça n'avait pas été écrit ça dans les médias à l'époque. Tu sais, dans les journaux de Sherbrooke, La Tribune, le Sherbrooke Daily, tout ça, ça n'avait pas été nommé. Donc là, les policiers, là, ils ont trouvé que l'information est extrêmement crédible. Donc, les recherches se sont orientées dans la rivière au saumon. Ils ont dragué le fond de la rivière avec des grappins qui appellent. Ils disent qu'ils ont été jusque même dans les fosses, un peu partout, sans jamais trouver le corps de l'enfant. Donc, à un moment donné, ils ont été obligés de laisser tomber cette théorie-là, même si ils n'ont pas pensé que c'était faux, mais en même temps, on ne trouve pas le corps. Ensuite, il y a eu toutes sortes de rumeurs, évidemment, comme dans n'importe quelle disparition. La femme aurait été vue à Montréal, la femme aurait été embarquée avec un tel ou un tel du voisin, elle aurait été vue à Sudbury, en Ontario. Ça, c'est habituel, hein, dans tous les cas de disparition. On voit les disparus à peu près aux quatre coins de la Terre, là, de nos jours. Mais à l'époque, déjà, on les voit aux quatre coins de la province et même en Ontario. Fait que, moi, je ne suis pas étonné. Des fois, c'est peut-être pas nécessairement des mauvaises intentions. D'autres fois, on le sait pas. Ça peut être comme des canulars qui appellent ou des personnes qui s'amusent à mêler les cartes, mettons. Donc, c'est ça, il y a eu 12 battus. Josaphat a été vraiment là, actif dans la recherche de sa fille et de son petit-fils. Il a même consulté des médiums, des clairvoyants. C'est à la mode à l'époque. Du porte-à-porte dans toutes les régions où on a supposé, où il y a eu des rumeurs, des potins. La chose qui m'avait marqué aussi, c'est que un peu plus tard, évidemment, parce que la disparition, on parle du 27 juillet, on se rappelle. Le 4 octobre, toujours pas retrouvé. Il commence à faire frais aussi. Il y a une dame qui raconte qu'elle était en voiture avec son mari et que, dans un village, là, je me rappelle plus trop le nom de ce village-là, là, non loin quand même là, de où, je crois, l'enfant avait vu là, le corps du petit. D'accord. Il a vu une femme qui marchait péniblement avec un enfant à la main et qu'elle était pâle et transie de froid, là, qu'elle avait vraiment l'air grelottante, puis que l'enfant également, là, c'est sûr. Et là, ça a passé dans les journaux. Le lendemain, il y a une autre femme qui dit avoir vu une femme seule, cette fois, pas d'enfant, qui était devant un cours d'eau avec une canne à pêche. Et là, c'est là le bout là, que, mon Dieu, même décrit dans les journaux, ça m'avait vraiment donné des frissons. Il faisait froid. Elle avait un gilet sans manches. Elle essayait de pêcher des poissons. Puis quand la voiture a passé, elle s'est retournée vers la dame. Puis même si elle était grelottante, elle aurait fait un large sourire, mais complètement stoïque, sans bouger. Là. God, oui, puis avec la madame, c'est sûr que elle a retenu ça et donc a rapporté le tout aux policiers. Genre de choses que tu vois dans un film d'épouvante presque. On imagine la scène, puis c'est pas rassurant. C'est pas rassurant, puis en même temps, ça correspondait à la description de la femme. De la femme, mais avec les cheveux en bataille, les vêtements presque en lambeaux. Là.
Donc, mais là, après ça, c'est de voir est-ce que ces gens-là disent la vérité. Parce qu'il y a un autre phénomène qui se produit dans ces années-là, c'est que passer dans le journal, c'est très cool, tu sais, parce que c'est un média numéro 1. La radio, oui, il y en a. La télé commence à rentrer dans les foyers, mais pas non plus... j'imagine surtout en ville. Oui, surtout en région, même parce que la télé, tu sais, tout arrivait peut-être un peu plus tard parce qu'il y avait l'éloignement. Exactement. C'était une époque où le média numéro 1, c'était le journal qui arrive sur le perron là, tous les matins. Si les gens aimaient passer dans le journal parce que, tu sais, il y avait leurs photos, ça devenait un peu des petites vedettes de leur municipalité. Tu sais, faire du pointage proto-déclaratif pour montrer c'est là que je l'ai vu. Là, il y en a eu beaucoup dans le cas de la disparition d'Annette et Richard. Est-ce que ça peut être ça qui peut rentrer en ligne de compte? Malheureusement, tu sais, il y a ce phénomène-là qu'il ne faut pas... que historiquement parlant, il faut se remettre un peu dans le contexte. Exactement. Donc, ça a été là, les 2 fois où on pense avoir vu Annette et ou Richard, parce que là, évidemment, la deuxième fois, Richard n'était pas là. Mais je me rappelle la première fois que je suis tombée sur ça, il y a quelques années, je me suis dit, mon Dieu, mais avec tout ce que je lisais sur ça, j'avais même peut-être une suspicion envers le père. Tu sais, des fois, c'est des équations trop simples qu'on va faire. Est-ce que c'est le père qui... Mais vous allez voir qu'en tout cas, moi, pour ma part, là, j'ai complètement enlevé cette possibilité-là. Mais c'est normal d'y penser. Je veux dire, même de nos jours, lorsqu'il y a une conjointe qui disparaît, c'est sûr que la police va enquêter les parents proches, dont le mari ou l'ex-conjoint, parce que, ne serait-ce que pour éliminer une piste, mais c'est normal d'y penser, oui, surtout que ma femme était très dépressive, ma femme ne voulait plus vivre en ville, il a rapporté il y avait déjà des excuses potentielles à sa disparition, mais effectivement, il a énormément travaillé sur le cas de sa femme pour la retrouver. Et puis, oui, puis il va y avoir autre chose que je vais ramener aussi qui m'a convaincue un peu plus de ça. Donc, c'est ça. Le 31 octobre a eu la plus grosse battue, celle que je pense qui vraiment serait probablement la plus grosse battue de tous les cantons de l'Est de l'univers, des cantons de l'Est, de l'histoire des cantons de l'Est, si on peut dire. Il y a eu plus d'1 millier de volontaires qui se sont présentés. Les policiers, à l'époque, ils dirigeaient, c'était, tu sais, oui, les gens pouvaient participer aux battues, mais c'était même très la bienvenue, là, ça prenait beaucoup de monde, mais il fallait diriger, faire un beau quadrillé, tu sais. Est-ce qu'on dit quadrillé ou quadrillé? Je ne sais jamais. Donc, il y a eu beaucoup de volontaires, la Croix-Rouge qui s'est impliquée, Ambulance Saint-Jean, des groupes de scouts qui arrivaient même d'un peu partout, de Saint-Hyacinthe, tout ça. Même la brasserie Molson avait fourni un camion pour faire un poste de commandement avec des sandwichs, café, tout ça. Wow. Fait que c'était une énorme battue qui s'étendait sur quand même pas mal, je ne me rappelle plus quelle superficie, mais quelques kilomètres là, de superficie, dans les boisés en plus. Là. C'était quand même pas évident. Mais ça n'a rien donné. Cependant, le 18 novembre suivant, il y a un jeune cultivateur qui a découvert, qui a fait la macabre découverte des corps des victimes à Petit-Lac-Magog, qui était quand même plus éloigné. Là. On n'était plus du tout dans le même coin que les autres battues. Ce qu'il a retrouvé, c'est des ossements et des vêtements. Et il a même trouvé une main qui reste encore de la chair avec un os. Là. C'était quand même vraiment macabre là, comme découverte. Donc là, évidemment, la Sûreté provinciale s'est présentée sur les lieux, sur la scène de crime. Comme l'information se propageait rapidement à cette époque-là, que ce soit les journaux ou encore de bouche à oreille parce qu'on est en région, Adrien Tessier, qui travaillait ce jour-là à la manufacture Julius Kaiser, la manufacture de textiles pour laquelle il travaillait, s'est pointé avec un collègue le plus rapidement possible sur les lieux. Puis ça, c'est une scène qui a été décrite dans les journaux qui est assez déchirante. Il a crié envers les policiers, il a dit « Est-ce que vous avez trouvé une femme? » Tu sais, parce que là, il veut savoir si c'est sa femme. Oui. Mais le policier ne sait pas que c'est le mari de quelqu'un disparu, de la femme disparue. Donc, il répond « Il n'y a rien à voir ici. » Tu sais, en voulant dire là, dégagé, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une époque où il y avait toujours énormément de badauds et de curieux qui se présentaient. Tu sais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, fait que les gens venaient voir en personne là, qu'est-ce qui se passait. Et là, le mari a répondu avec un sanglot dans la voix, c'est parce que je pense que c'est ma femme. Oh mon Dieu. Et là, le policier lui-même aurait réprimé un sanglot, puis il aurait dit je m'excuse, je ne le savais pas. Tu sais, nous, on est, tu sais, je suis désolée, monsieur Tessier, mais on doit protéger la scène de crime, puis je vous promets qu'on va venir vous revoir, ce ne sera pas long. Puis là, il a été pris en main.
Puis M. Tessier est reparti avec son collègue, il a manqué sa journée de travail, évidemment. Disons que ben beau est une époque où les hommes rentraient même malades, mais là, il y a des limites. Ce qui a été trouvé, c'est ça, le crâne de l'enfant et quelques ossements ont été retrouvés calcinés dans une souche d'arbre. Un peu comme si ça aurait fait fils de foyer. Ouais. Fils de foyer, en fait. Le corps de la mère, tant qu'à elle, il a été retrouvé un peu plus loin, mais pas tellement loin de la souche. C'est le crâne de cette femme-là, par contre, qui a été retrouvé une quinzaine de mètres plus loin. D'accord. Cependant, il ne faut pas oublier que les animaux pouvaient avoir... Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, c'est sûr, dans un endroit comme ça, il y a des animaux sauvages qui circulent et puis des fois je veux dire, c'est ça. On l'a vu dans d'autres affaires, d'ailleurs, là, des morceaux de cadavres qui sont éparpillés à droite et à gauche. C'est normal. Oui, exactement. Surtout qu'elle n'était pas calcinée, en fait, elle n'était pas brûlée. Ils disent que ses vêtements étaient un peu roussis, mais son corps était rendu peut-être un peu à l'état, disons, je ne sais pas si on peut dire semi-squelettique. Là. Il y avait quand même, il restait en état de chair. décomposition avancée, comme on dirait. Ça, on pourrait dire mais ça. il y a comme eu une tentative de brûler, mais qui n'a pas fonctionné, de ce que je comprends, là. C'est dur à dire. Ça se peut que D'accord. c'est le fait qu'elle ait été près de l'incendie de la souche. Okay. Ça, c'est vraiment pas évident à déterminer. Donc, c'est ça. Son corps était non loin de l'enfant. Ses os n'étaient pas brûlés. Ses vêtements étaient en lambeaux. Cependant, l'enfant, lui, il était nu. D'accord. Mais en même temps, de ce qui restait, là, parce que l'enfant, il ne restait pas non plus énormément de... Mais il n'y avait pas de vêtements brûlés là, au niveau de la souche. Mais en fait, on le sait surtout parce que les vêtements ont été soigneusement pliés dans un bagage qui était sur la scène de crime, en fait. C'est vraiment spécial parce que c'est comme si on a voulu prendre soin de tous ces petits effets personnels de petit enfant, mais lui, il est dans une souche, enfoncé dans une souche brûlée. Tu sais, ça rajoute encore au... Puis l'idée ici n'est pas de dire « Wow, vous voyez l'histoire complètement non, c'est épouvantable. » On ne l'a pas inventé. Ah, oui. Malheureusement, c'est l'effet. Ça. Exactement. Mais donc, ces vêtements étaient pliés soigneusement. Donc, le sergent détective qui s'est occupé du cas dès le jour 1, c'est le célèbre détective Roch Dandino. Il a même écrit des livres, lui, sur les cas qu'il a déjà traités dans sa carrière. Je pense qu'il n'a jamais parlé du cas de Sherbrooke, par contre, mais il était très connu là, dans la région. Lui, par rapport aux journaux, c'est sûr que là, c'est des informations de journaux. Ce qui a été rapporté dès le lendemain de la découverte des corps, c'est que selon lui, c'était un double assassinat. On avance même que la femme aurait été découpée en morceaux parce qu'on aurait retrouvé de la chair dans son soutien-gorge. Ça, c'est les premières là, lignes qui ont été lues sur la découverte. Évidemment, ça faisait la couverture des journaux. Et on disait que, le squelette de l'enfant était incomplet, que ça pouvait être aussi l'œuvre des animaux. Bref, on penchait vraiment pour un double meurtre à ce moment-là. On disait même que le crâne de l'enfant il avait été enfoncé au niveau de la tempe gauche. D'accord. Selon le détective. Est-ce qu'il savait si l'enfoncement avait été fait pré-mortem ou post-mortem? C'est peut-être un détail qu'ils n'avaient pas à l'époque? Ou... En fait, c'est que c'est sûr que le feu, c'est super compliqué parce que, on va le voir un peu plus tard, mais le feu peut extrêmement modifier une blessure pré-mortem aussi si c'est un feu qui est évidemment d'une chaleur extrême. D'accord. Mais d'habitude, non. D'habitude, ils sont capables de savoir, mais on va le voir. On va le voir, ce sera pas long. Mais c'est ça. Donc, on penchait pour un double meurtre. On dit que peut-être que le feu a eu pour but de ne pas identifier les victimes. Cependant, les articles étaient soigneusement pliés à côté. On a même avancé que peut-être que la femme a voulu s'auto-immoler aussi, mais qu'elle n'a pas réussi parce que peut-être qu'il pleuvait. En tout cas, il y avait toutes sortes de théories, que là, à un moment donné, ça devenait plus que tiré par les cheveux. Mais comme l'histoire elle-même, elle l'est tirée par les cheveux, mais qu'elle est arrivée pour vrai, on vient qu'on ne sait plus. Oui, c'est ça. On pourrait dire que c'est du sensationnalisme, mais en même temps, l'histoire est absolument sensationnelle. Elle est incroyable. Donc, à un moment donné, tu essayes de trouver toutes les hypothèses possibles. Et puis, oui, tu peux penser à ce genre de choses. Je pense que c'est normal. Oui, c'est d'essayer de voir, parce que là, c'est déjà incongru complètement. Oui.
Donc, il y a eu aussi des objets trouvés là, dans les effets personnels sur place. Bon, des choses, des porte-monnaie, cuillères à thé. Évidemment, ce qui est important dans les objets trouvés, c'est qu'il y avait 3 bouteilles, 3 récipients là, de c'est liquide. intéressant, Oui, une boîte de térébenthine qui était vide, apparemment. Une bouteille de 7-Up. Puis un autre contenant là, qui n'est pas vraiment identifié là, d'une marque en tant que telle. L'autre chose aussi spéciale qui a été retrouvée, c'est une pipe en plastique de jouets pour enfants. Tu sais, un peu comme... en tout cas, moi, dans mon temps, j'ai connu ça, les pipes où on mettait du savon pour faire des bulles. Mm-hmm. Mais là, je suis pas certaine que c'était ça. Là. Mais c'était une pipe en plastique. Une pipe jouée, là, de toute façon. Oui, parce qu'en c'était plastique, pas une vraie. J'imagine que ça consomme mal. Ça... Ouais, absolument. Mais à l'intérieur de la pipe, il y avait tout plié, tu sais, comme chiffonné, plié, un petit article de journal de la Tribune qui était daté du 9 juin 1954, c'est-à-dire quand même plus d'un mois avant la disparition. Et ils ont été capables de déterminer que c'était les pages 3 et 4. Évidemment, je les ai lus, relus et je vois rien de particulier à part... Il y a une petite chose qui m'avait peut-être interpellée, mais encore là, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est qu'il y avait un article qui parlait du recensement qu'il allait faire à Sherbrooke. D'accord. Là, je me disais, est-ce que Richard, comme il est enfant unique, puis que c'est quand même un couple qui était marié depuis quelques années, est-ce que Richard pouvait être un enfant adopté? Parce que, bon, si on y va avec une statistique, avec une généralité qui n'est pas là, tu sais, que c'est pas toujours le cas, qu'il ne faut pas se fier à ça, c'est que des enfants uniques, dans les années 50, quand le couple est marié depuis quelques années, on se demande si c'est parce que, dans le fond, ils ont eu de la difficulté à avoir des enfants ou... Tu sais, c'est une question qui se pose. Tu sais, oui. Dans le fond, c'est pas, ça reste une hypothèse très... Comme tu dis, c'est une généralité. Une généralité. C'est sûr que c'était les enfants uniques, ça arrivait, mais c'était pas la norme. C'est ça. Donc, je me suis dit, est-ce que, tu sais, puis 54, c'est en plus en plein l'année du scandale des bébés adoptés illégalement qu'il y avait eu à Montréal. Bon, je raconterai pas tout ça. Il y a toutes sortes de podcasts puis d'articles qui ont été faits, qui se trouvent sur le web, sur le scandale de l'adoption des bébés de 1954. Mais en même temps, là, je me suis dit, est-ce qu'elle a peur que le recensement... Mais tu sais, en même temps, je veux dire, c'est un enfant qui... S'il y a quelqu'un dans ton foyer que tu ne veux pas nommer, j'imagine que, tu sais, c'est pas une science exacte, là, le recensement non plus. Non, il n'y a personne qui débarque chez vous pour contrôler là, toutes les personnes qui sont là, surtout en 1954. Ouais. Disons qu'il y a deux possibilités. C'est que soit ce morceau de papier a été mis de façon complètement, tu sais, genre pour simuler le tabac, tu sais, dans une pipe, mettons, je mets un morceau de papier. Donc, ça serait dû au hasard total. Soit ça a une signification. Et si ça a une signification, laquelle? Puis, je serais tenté de dire, si c'est juste par rapport à cette histoire de recensement, la peur du recensement, pourquoi le cacher et pourquoi dans un jouet? Tu sais, c'est ça qui est un peu... oui, c'est ça, ça serait... On ne connaissait pas l'état d'esprit aussi de la mère à ce moment-là. Donc, ça reste des hypothèses. Exact. Puis ce que je me disais à travers ça, parce qu'évidemment, dans la pipe de plastique, c'est là que ça ne fait pas de sens, mais c'est que si cet enfant-là avait été adopté, mettons, illégalement, bien, c'est sûr qu'elle, peut-être qu'elle voulait quitter avant le recensement ou encore, mais c'est très tiré par les cheveux. Là. Comme je dis, le recensement, il sonnait à la porte. Combien de fois j'ai vu dans un recensement une personne qui est nommée 2 fois parce qu'un moment donné, il était ailleurs, puis un autre, tu sais, parce que le recensement, il ne passe pas toute la même journée dans les mêmes villes. C'était pas quelque chose qui était restrictif puis qui était si aversif que ça, un recensement. Mais elle, peut-être, s'il était en proie à de la paranoïa ou quoi que ce soit, on va m'enlever mon fils. On parlait d'anxiété tantôt. Est-ce qu'on pourrait m'enlever mon fils? Est-ce que ce serait peut-être pour ça qu'elle a voulu vivre en forêt? Parce que dans le fond, son fils, parce que je n'en ai jamais trouvé non plus là, de baptême de cet enfant-là. Il faut dire qu'ils sont moins fréquents sur les archives généalogiques quand c'est passé les années 40. Mais bon, tu sais, c'était vraiment... C'était un peu pas loufoque, mais disons plus qu'hypothétique, là, tu sais. Mais ça ne fonctionne pas non plus parce que le scandale des bébés, de toute façon, de 1954, c'était des Américains souvent qui venaient chercher ces enfants-là ou d'autres communautés qui ne pouvaient pas adopter facilement ou légalement. Fait que ça marcherait pas vraiment, là, si un couple des cantons de l'Est qui voulait un bébé, il pouvait facilement aller à la crèche pour aller... chercher un enfant, là, tu sais,
c'était pas vraiment. Mais c'est le seul article, en fait, sur cette page-là qui m'avait interpellée. Mais bon, c'est une des affaires là, que mettons, que souvent on va vérifier malgré le peu d'informations qu'on a, mais qu'on va quand même regarder qu'est-ce qu'il y en a. Exactement, des fois que. Oui, c'est ça. Le surlendemain de cette découverte-là, le surlendemain, de la découverte, et donc le lendemain des articles où on dit que Roch Dandenault a parlé d'un double meurtre, tout d'un coup, on change complètement la théorie. On parle d'un infanticide plus suicide. Là, tout d'un coup, c'est la mère qui a assassiné son enfant et qui s'est enlevé la vie par après. Comment, le surlendemain, on peut en arriver à ça? Je sais pas. Je veux dire, ça reste un mystère pour moi encore. J'imagine qu'ils n'avaient pas encore eu le temps, en plus, de faire l'autopsie, là, même si ça reste des restes fragmentaires. J'imagine qu'il y a quand même une autopsie qui est faite. Ah, ils faisaient plus rapidement, par exemple, à l'époque que maintenant, parce qu'il n'y avait pas des morgues dans chaque ville. Okay. Ils devaient se dépêcher un peu plus. Là, mais je trouve que ça va quand même vite pour... malgré tout. Oui, mais ça reste les journaux. Hein? Fait que c'est pour ça que j'ai commandé l'enquête du coroner. Donc, c'était un double coroner, parce que c'est celui de la mère et celui du fils. En tout, ça faisait 7 pages. 2 pages pour le fils, 5 pages pour la mère. D'accord. Donc, c'est Dr Louis Gagnon, coroner de Sherbrooke, j'imagine. Et le pathologiste était l'éminent Rosario Fontaine. Ça a été signé le 21 décembre 1954. Donc, quand même, ça a été, pour l'époque, plus d'1 mois d'enquête du coroner pour ça. Et bon, ce qu'on parle dans ça, c'est que, bon, je vais tout de suite en arriver au verdict, on parle d'empoisonnement plus consommation pour l'enfant. D'accord. Donc, on pense qu'il a été empoisonné et brûlé. Et empoisonné avec l'une des bouteilles qui a été retrouvée, j'imagine, puis brûlé... avec la térébenthine, voilà, qui était vide, elle. Donc, oui, c'est plausible et vide. Et que la mère, elle, se serait enlevée la vie avec le poison. Se serait empoisonnée puisqu'elle n'était pas brûlée. Donc, c'est sûr que dans le coroner, il utilise beaucoup de termes du genre « il est logique de croire ». Tu sais, c'est vaporeux parce que de toute façon, tout est vaporeux dans ça. On dit que le crâne est partiellement consumé tout d'un coup. C'est OK. Avec quelques vertèbres qui ont retrouvé de l'enfant. Ça, c'est les premières constatations. Ensuite, il parle des bouteilles qui ont été retrouvées. Il y aurait 3 bouteilles qui ont été retrouvées, c'est-à-dire une vide, qui est la térébenthine. En tout cas, j'en déduis que c'est ça parce que ça disait que c'était vide. Une qui contenait 3 onces de liquide et une qui était une bouteille de 7-Up qui, si je ne me trompe pas, elle contenait 4 onces de liquide. Ce qui est spécial, c'est qu'on parle d'empoisonnement, mais une bouteille est vide. Les 2 autres ont été testés et ils ont trouvé aucun élément qui était toxique, là, une caractéristique toxique dans ces liquides-là. Parce qu'il y en a une, de toute façon, que c'était vraiment du 7-Up qu'il y avait à l'intérieur. Et l'autre, ce serait du vinaigre dilué. À quoi ça servait? Vinaigre dilué? Oui, vinaigre dilué. Ben, pour faire du nettoyage. Tu sais, tu en nettoies... forêt. Oui, c'est ça. Non, mais l'endroit est complètement incongru, mais... Mais à la base, elle partait chez ses parents, donc peut-être qu'elle avait l'intention de... Parce que oui, du vinaigre dilué, faire du ménage. C'est le Windex l'ancêtre du Windex un peu. Encore là. Très efficace, je te dirais. Oui, c'est ça. Donc, aucune caractéristique toxique sur non seulement dans ces bouteilles-là, mais ni sur la scène de crime. Par contre, ils n'en parlent pas. Mais j'aurais trouvé ça pertinent de dire est-ce qu'il y a eu prélèvement de térébenthine sur la souche, mais il n'est pas question de ça dans l'enquête du coroner. Le crâne, tout d'un coup, on dit qu'il n'y a aucun enfoncement, contrairement à ce qui a été dit dans les journaux, mais qu'il y avait la présence de fissures par le feu. OK. C'est là que là, ça dépasse évidemment mon domaine. Ça dit aussi que les ossements étaient presque carbonisés et que la femme avait absence de fracture, donc l'histoire qu'elle aurait été découpée, on ne sait pas d'où ça sortait, mais c'était pas, en tout cas dans le coroner, ça contredit ça complètement. C'est sûr que là, vu que ça dépasse mon domaine, le feu, j'ai demandé à un ami, Éric Poirier, qui est chef aux opérations là, pour le service d'incendie Montréal, de le lire, voir qu'est-ce qu'il en pense, compte tenu, tu sais, j'ai expliqué un petit peu c'était quoi, le fait divers, si on peut dire, l'affaire de base, là. Et puis, ce qu'il m'expliquait, c'est que dans ça, il faut vraiment analyser le comportement du feu. Ça, selon les différents paramètres, parce qu'évidemment, ça dépend tout le temps de la chaleur, des combustibles, du lieu en tant que tel. Absolument. Quand on parle de corps humain, ça dépend s'il est décharné ou non, parce que ça va offrir une humidité différente.
Donc, on brûle un squelette, c'est pas la même chose que qu'un corps qui a encore de la chair sur lui. Ça va ralentir, ça va... Donc, c'est sûr aussi que le coroner, il est très chétif en détail. Fait que c'est autant que pour nous que pour une personne qui est spécialisée dans le domaine, ne pourra pas donner une conclusion super objective. Hein? C'est sûr. Donc, dans ça ici, il est question aussi de savoir c'est quoi le type d'accélérant et la quantité. Parce que... Et les lieux physiques, tu sais, est-ce qu'il pleuvait? Bon, ça, on ne le sait pas, malheureusement, mais en forêt, dans une souche, c'est sûr qu'il devait avoir quand même une certaine humidité en plein été. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a sorti une thèse qui a été faite par Stéphanie Marcignac de l'Université de Trent en Ontario en 2008, qui parle justement du comportement du feu via le corps humain. Évidemment, D'accord. Ils ont utilisé, j'imagine, d'autres types d'ossements où ils ont fait... souvent, ils le font sur des cochons. Oui, entre autres. Là, je pense que c'était le cas. Là. Et ce que ça dit au niveau, là, quand on a vraiment voulu chercher par rapport aux ossements humains, c'est que pour qu'il y ait rétrécissement d'un os, parce que c'est souvent ça qui va se passer avec le feu, ou des fissures, ça prend une chaleur qui atteint minimum 800 degrés Celsius. D'accord. Ce qui est énorme. Là. Oui. C'est quand c'est des feux, je pense, qui durent à long terme ou quand c'est avec des accélérants qui fait que... Tu sais, puis là, je m'avancerai pas plus que ça. Là, non, mais ça confirme aussi tout ce que j'ai pu lire aussi dans la presse, que ce soit des articles scientifiques ou autres dans le domaine de la science policière. Là, c'est... Pour résumer, là, moi, de ce que je comprends, c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine, de mettre le feu à un cadavre. C'est sûr qu'après, il y a, comme tu dis, il y a des tas de paramètres dans quel état il est à la base, mais un cadavre frais, là, il faut vraiment mettre énormément de quantité de combustible puis il faut que ça soit constant, comme tu dis. Il y a plein de choses là, qui rendent ça extrêmement difficile. Donc, je ne suis pas surpris de par les résultats de cette thèse. Exactement. Donc, c'est sûr que les fissures, en plus, même si ça atteint 800 degrés Celsius, vont souvent suivre une trajectoire qui est cohérente avec les plaques du crâne. Okay. Ça ne fera pas de l'éclatement. Là, ça va suivre ce qui est le moins solide, le plus fragile, dans le fond, un peu? Oui, je pense que c'est un peu ça, oui. Les jointures, si on peut dire, aussi, des plaques crâniennes. Mais par contre, c'est vrai qu'une chaleur extrême, ça dit que ça peut changer l'apparence même par exemple dans un cas où on a brûlé un corps après avoir assassiné la personne avec un projectile, ça peut même changer malheureusement des fois l'entrée du projectile, sa forme, le biseautage, tout ça, et ça peut être mauvais, là, disons, pour l'enquête policière, mais ça prend des feux, c'est ça, exactement, qui va modifier l'os, là, puis ça prend un feu. Ce qui a du sens, parce que le feu déforme tous les matériaux, dans le fond, donc que ça le fasse sur les os, c'est assez logique. Là, C'est logique, mais ça en prend beaucoup plus. C'est ça, il faut que ça soit vraiment intense. Là. Exactement. Donc, ce serait surprenant, compte tenu de tout ça, que la chaleur dans une souche d'arbre ait pu produire des fissures sur le crâne de Richard. Ça serait vraiment surprenant. Puis la question que j'avais, c'était, on a les trois contenants. Une bouteille de 7-Up, on sait à peu près quelle taille ça a, mais est-ce qu'on a une idée de la capacité des autres contenants, en particulier la térébenthine? Oui, il y a la photo dans les journaux. D'accord. C'est une petite canisse. C'est l'équivalent d'une canette, dans le fond? C'est une petite canisse. Okay. On ne me voit pas, mais on m'entend. C'est pour ça que j'essaie de décrire. Ça ressemble à être une petite canisse qui me fait penser à du gaz butane, ou en tout cas, tu sais, c'est pour carré, les briquets, genre? Des petites canisses carrées, là. Ouais, pour les briquets Zippo, là. Je dirais que ça ressemble à une grosseur d'une boîte de poudre à vache, la petite vache, là, ou comment ça s'appelle? Oh, bonne question, là. Je connais, j'ai déjà entendu ça, mais je te dirais, je connais pas la forme, par exemple. Mais c'est pas... Moi, mon point, là, puis c'est pour ça que je voulais qu'on parle de la capacité des contenants, c'est de montrer qu'il n'y en avait certainement pas suffisamment. Exactement. Tu sais, que c'était un petit contenant. Tu sais, et que, dans le fond, il en aurait fallu beaucoup plus, je pense, sans me tromper,
même pour un enfant, ça prend un jerrycan. Oui, Tu sais, c'est ça. c'est pas moins que ça, là, pour vraiment arriver à bout là, d'un cadavre. Là. Ben, selon Eric, c'est ça. Pour lui, c'est que ça prendrait plus qu'une bouteille de térébenthine, mais Mhm. aussi un autre combustible, comme OK. du bois. Mais ça, le bois, on le verrait plus après. Fait que ça D'accord. se peut qu'il en ait utilisé. Par contre, une souche, ça fait office de foyer un Ouais. peu. Tu sais, donc, ça peut même donner une petite hypothèse, très hypothétique encore une fois, que quelqu'un qui a fait ça connaissait le domaine du feu. Mhm. Tu sais, c'est Il avait possible. l'habitude. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a quand même Mais je te dirais, juste souligné, tu sais, en fait, Ouais. sans plus, là. je ne veux pas rentrer dans des stéréotypes, mais quand tu es en région, surtout à l'époque, je veux dire, tout le monde avait l'habitude de faire brûler des foyers. Tu sais, c'était quelque chose qui était les poêles à bois, tu sais, faire des feux dehors. C'est quelque chose qui est quand même assez, qui devait être très, très fréquent. Malgré tout, oui, c'est ça, la souche. Là, la seule question, c'est entre le moment où elle a disparu, où ils ont disparu au mois de juillet, hein, si ma mémoire est bonne, et puis ils ont été retrouvés au mois de novembre, euh, on ne sait pas exactement quand est-ce que Que c'est ça s'est arrivé. produit. Parce qu'effectivement, au mois de juillet, une souche qui est complètement sèche d'un arbre qui a été coupé il y a des années, c'est sûr que ça a du sens. Tu sais, ça pourrait être très efficace parce que le bois est sec. Mhm. Mais si ça a été fait au mois d'octobre, mettons, et que il y avait plu, même si c'était il y a plusieurs jours, ben, la souche, elle reste longtemps humide. Donc là, c'est moins Oui. évident. Donc c'est ça aussi qui serait intéressant parce que, et qui pourrait changer bien des paramètres. Et c'est ça qui rend cette histoire difficile à analyser. Oui, c'est ça. Je pense que malheureusement, on n'aura jamais une résolution, hein, même si c'est pas ça nécessairement qu'on cherche. Mhm. Mais moi, ce qui m'interpelle dans cette histoire-là, c'est que cette femme-là, à tout jamais, sur les articles de journaux puisque maintenant, personne n'en a jamais reparlé, là, jusqu'à Ouais. temps qu'on trouve ça dans les journaux, c'est comme s'il y a un mauvais sort, pas un mauvais sort, mais comment je pourrais dire, à tout jamais, tu as l'étiquette de la mère Oui. qui a tué son enfant alors que c'est Qui est la peut-être pas meurtrière, le dans le cas. fond, c'est ça. Je peux pas croire que ad vitam aeternam, là, même post-mortem, cette femme-là, peut-être qu'elle n'a pas tué son enfant, peut-être Oui. qu'elle a été assassinée, que c'est réellement un double assassinat et qu'on lui a fait porter la mort Oui. violente de son propre enfant. Absolument, parce que, tu sais, que ça fasse partie des hypothèses, qu'elle ait tué son fils et puis qu'elle se soit suicidée par la suite, que ça fasse partie des hypothèses, c'est tout à fait normal. Par contre, que ça soit la seule hypothèse, en toute logique, hein, comme ça a été dit dans le rapport du coroner, ben, je trouve que en toute logique, non, en toute logique, ça pourrait être un double assassinat. Pourquoi Oui. pas? Parce qu'il y a T'sais. beaucoup d'irrégularités dans ce coroner-là. Là. Parce que, tu sais, on n'a rien qui prouve qu'il y avait de la térébenthine sur la souche. Oui. Le docteur Fontaine a utilisé quand même 2 termes différents pour le même crâne de Ouais. l'enfant, c'est-à-dire carbonisé et calciné, alors que ce sont 2 phases complètement différentes et distinctes. Là. D'ailleurs, une font que l'os va devenir couleur charbon ou noir, puis l'autre va rendre l'os blanc. C'est 2 phases différentes. D'accord. Bon, ça se peut que c'est parce que c'est un docteur pathologiste et qui n'est pas spécialisé dans le feu, puis que c'est l'époque aussi, hein, c'est 1954, puis que c'est quand même un coroner de seulement 2-3 pages écrit à la main. Tu sais. Ouais. Mais ça reste que c'est là qu'on voit que, objectivement, je suis capable de dire, moi, que je pense que ce coroner-là n'est pas d'équerre, disons, avec ce qu'aujourd'hui on pourrait donner comme, certainement pas, effectivement. résultat. Donc, Tout à c'est fait. sûr qu'on est peut-être devant un verdict qui n'est pas celui qui est le réel verdict qu'il y aurait eu. Là. Ouais. Mais malgré tout, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y ait qu'une seule hypothèse de retenue. On dirait que, tu sais, puis je me permets de dire ça, sans aucune preuve, j'insiste, on dirait que dans le fond, c'était l'explication qui reste une des explications logiques, mais pas la seule, pour, dans le fond, fermer le dossier puis se dire, bon, ben, on passe à autre chose. Parce que, évidemment, si tu dis, il y a possibilité de double assassinat, ben, là, il y a donc un criminel en liberté qu'il faut retrouver. Et là, effectivement, avec tous les éléments qu'on a, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de témoins. Il y en a, mais comme on a expliqué, c'est assez spécial. Ça va un peu dans tous les sens. Et puis, on peut s'interroger sur la fiabilité des témoignages.
Et puis, on cherche dans quelle direction. Exactement. Puis là, ben, c'est sûr que tout ce qui était, la théorie de l'enfant qui aurait retrouvé l'autre enfant est devenu complètement enterré par ça, parce que finalement, comment se pouvait-il qu'un enfant qui flottait dans une rivière s'est retrouvé dans une chauge d'arbre? C'est ça. Mais là, c'est là que moi, en tout cas, j'ai pas voulu en rester là. J'ai décidé de chercher un peu plus parce que ça... J'aime pas dire piquer ma curiosité parce que je trouve que c'est des drames quand même, mais là, on parle de 1954. Puis en même temps, ben c'est ça, on fait ce qu'on peut avec ces années-là. Donc, j'ai vraiment cherché le plus possible d'articles de journaux. Puis j'étais curieuse de voir qui est encore en vie, qui a pu connaître cette famille-là, ou est-ce que... parce que, bon, Richard Tessier était l'enfant unique, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de fratrie. Donc, c'est sûr que le garçon qui a trouvé l'enfant, ça attise vraiment ma curiosité parce que... après tout, tu sais, on disait qu'il était crédible. Il connaissait la couleur, le motif même du chandail de l'enfant. Oui, puis, tu sais, des enfants, des corps d'enfants qui flottent dans une rivière, me semble, tu sais, c'est pas quelque chose... encore un corps d'enfant qui est dans la rivière, tu sais, c'est exceptionnel, ça c'est loin d'arriver tous les jours. Donc, si c'est arrivé, c'est ça l'affaire. Est-ce que l'enfant, tu sais, mais un enfant qui invente moi, je ça... le truste pas mal, ce témoignage-là. Là. Puis, tu sais, je trouve, pour tout ce que tu as expliqué, là, la panique, le fait que, dans le fond, il est décrit l'habillement qui correspond à Richard, etc., à ce que portait Richard, moi, j'y crois. Oui. Bien, en fait, ce que j'ai fait, j'ai cherché cet homme-là. Du mieux que je pouvais, j'étais sûre de jamais trouver parce qu'il y a un nom très commun. Puis bon, finalement, avec les nécrologies dans les journaux, avec le fait que, bon, j'avais son nom de famille quand même, il était chez sa tante dans tel coin, Johnsville, puis tout ça, j'ai réussi à trouver... c'était qui, ce monsieur-là? Tu sais, par la généalogie surtout. Et j'ai trouvé... il n'était pas sur Facebook, là, sur les réseaux sociaux, parce que le monsieur, je sais pas quel âge qu'il a, là. J'ai pas j'imagine calculé, la soixantaine, non? Ah, et plus, parce qu'en 54, il y avait... Ah oui, t'as raison, oui. En 54, il y avait 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans. Ah oui. Donc... ouais. 70 ans. Oui, passé, là. Mais j'ai trouvé sa fille sur les réseaux. Et je lui ai écrit, mais c'est très délicat, là, on s'entend, mais en même temps, comme ça fait longtemps, on a un éloignement dans le temps, je me suis dit, là où ça a été une des fois où je me suis fait prendre, là, parce que ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut être très délicat puis prudent, parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut faire aux autres. C'est que cette femme-là, qui a à peu près mon âge, un peu plus vieille que moi peut-être, savait même pas que son père, ça y était déjà arrivé, cette affaire-là, tu sais. Ça aurait pu causer quelque chose de désagréable, hein? Tu sais, peut-être que lui, bon... Et là, elle m'a dit, oh mon Dieu, elle m'a dit, c'est donc bien, je suis vraiment intéressée. Non, mais je vais appeler mon père. Puis elle était vraiment intéressée. Elle a appelé son père, elle a appelé aussi sa tante, parce que qui était sa cousine, en fait, qui est une petite cousine chez qui il passait l'été, là, parce qu'il y avait une petite fille du même âge. Et il paraît que sa tante, bon, elle m'a comme envoyé son témoignage là, par écrit, en disant que c'est vraiment vrai, tout ce qui s'est passé, qu'elle n'a jamais vu son cousin pleurer autant. Il était complètement en hystérie, il tremblait de partout, qu'il aurait passé en effet le test du polygraphe, qu'elle est prête à m'en jaser. Tu sais, elle, là, pour elle, là, c'est quelque chose même qu'elle était contente que quelqu'un revienne avec ça autant de décennies plus tard. Puis... finalement, la jeune fille, la jeune femme, la fille, en fait, du garçon, du témoin, là, m'a donné le numéro de téléphone de son père. Fait que je l'ai appelé. J'étais un peu stressée, là. Oui, je me souviens. C'était un peu stressant. Bonjour, j'aimerais vous parler du fait que en 1954, vous avez vu le cadavre d'un enfant flotter. Le monsieur, il était, autant qu'il avait accepté de me parler, puis que c'était correct, il était... pas plus ou moins réceptif, c'est pas ça que je veux dire, mais il était quand même... c'est un monsieur, j'ai l'impression que lui, là, veut pas revenir ben longtemps. Ça. OK, c'était oui, mais... il avait le goût de jaser. Extrapolons pas longtemps, là, c'est ça, tu sais, c'est... Et là, il m'a expliqué, il dit, c'est parce que moi, là, il dit, je me suis penchée, puis il dit, j'ai pris le pied de l'enfant. Puis il dit, dans le fond, ce qui s'est passé, là, il dit, oui, il m'a un peu glissé des mains, parce que j'étais à bout de bras. Ouais. Mais il dit, il y a aussi que je l'ai lâché. Parce qu'il dit, quand je l'ai tiré, j'ai vu son visage.
Puis il dit, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi épeurant que ça de ma vie. Puis il dit, je l'ai lâché. Puis il dit, l'enfant, il dit, il avait les mains attachées avec ses bretelles. OK. Parce que c'était une époque de bretelles. Fait que ses bretelles étaient comme entrelacées. Tu sais, des bretelles, souvent, je sais pas si c'était comme ça, mais c'est souvent élastique un peu, surtout pour les enfants. Ils faisaient ça un petit peu élastique. Donc, les bras, ils étaient, comme si on peut dire, menottés par les propres bretelles de l'enfant, couchés sur à plat ventre dans l'eau. Et ce que ça disait pas dans les journaux, c'est qu'il a vu le visage de l'enfant. Puis il dit, quand j'ai vu l'enfant, j'ai vu qu'il était vraiment mort. Il dit, non seulement j'étais à bout de bras, mais il a dit, il y a le fait que, mais il dit, je l'ai lâché parce que j'ai eu extrêmement peur. Puis c'est pour ça qu'il a été aussi apeuré puis qu'il a autant pleuré. Et c'est vraiment vrai qu'il a passé un polygraphe. Moi, je doutais de ça au début. Je me disais, oui, on s'était posé la hein, question parce qu'en quelle année ont été introduits les polygraphes. On avait fait des recherches d'ailleurs sur l'introduction du polygraphe au sein du FBI, mais le FBI, c'est une chose, mais la police provinciale du Québec, à la même époque... J'ai posé des questions à plein de monde. Mais finalement, oui. Peut-être qu'il y a eu un faux polygraphe. Tu sais, les techniques d'époque, de police, d'époque, je me disais, vu que c'est un enfant, ils ont peut-être fait à croire qu'il y avait un polygraphe un peu à la manière passoire à spaghetti à l'envers. Puis je me souviens que je t'avais envoyé, puis ceux qui connaissent la série, je t'avais envoyé un extrait d'épisode de Homicide, une très très bonne série américaine dans les années 90 où ils avaient fait ça avec un photocopieur. Puis ils avaient posé la main d'un suspect sur le photocopieur en lui faisant croire que c'était un polygraphe. Et puis, ça sortait les feuilles avec yes ou no, là, pour lui dire tu mentes. Et puis, ils avaient comme imaginé les questions. Ils savaient quelle réponse il allait faire. Et le gars, il était paniqué parce que ça fitait. Mais c'est pour montrer que, dans le fond, ça aurait été possible que, surtout avec un enfant, que les policiers... Et jouer un peu à ça là, pour essayer d'avoir la vérité en disant on va c'est ça, on va te plugger un toaster là, puis tu vas voir tu vas être obligé de dire la vérité et puis ça impressionne l'enfant en 1954 même à toutes les époques. Je pense que quand tu as 8 ans là, c'est ça. Ouais. Donc non, il a vraiment fait ça puis c'est pour ça que c'était aussi crédible. Non seulement l'enfant avait passé le polygraphe, il y avait toutes les données, il a eu peur, il a vu le visage du bébé. Puis après ça, une fois qu'il m'a conté ça, après ça, il m'a dit, écoutez, madame, là, il dit, moi, là, il dit, j'aime pas bien ça, ces affaires-là. Puis il dit, moi, j'en ai vécu des choses. Puis là, il m'a raconté qu'il y a même, tu sais, que ça y est arrivé souvent de voir des drames, là, tu sais, un collègue qui est décédé de manière violente, là, sur une ferme, là, dans une... je sais plus trop, c'est... il a vu des choses silo, et il a pas... le silo à grains, puis en tout cas, des choses très tragiques. Puis là, j'ai dit, monsieur, je suis vraiment désolée. C'est la première fois que ça m'arrive que je regrette. Je veux pas vous ressasser rien. Puis finalement, il s'est mis à me jaser un peu, puis ça a fini sur une bonne note. Puis j'ai dit, tu sais, vous faites vraiment de quoi de bien pour moi, parce que, tu sais, c'est une histoire qui me tient à cœur. J'essaie de rendre ça un peu, utile, tu sais, parce que pour pas non plus juste ressasser quelque chose qui peut... tu sais, le monsieur, de toute façon, il n'a pas oublié, là, tu sais. C'est sûr qu'il avait juste pas envie d'en parler longtemps. Mais ça se comprend. Ça peut se comprendre. Et puis, tu sais, moi, j'ai écouté, là, tu me rappelais un peu la conversation parce que ça fait quand même quelque temps que tu lui as parlé et puis je me souvenais plus de tous les détails. Mais, tu sais, sa réaction, peut-être qu'intérieurement, je sais pas, je pense pas qu'il te l'ait dit en plus, mais peut-être qu'il s'en veut de l'avoir relâché. Mais en même temps, c'est le genre de réaction que même un adulte aurait eu, tu sais, c'est pas... tu le tiens dans tes bras, là. C'est ça, tu vois la tête et puis on n'est pas prêt, on n'est pas préparé à voir ce genre de choses et à devoir gérer ça sur le coup. Et puis, je veux dire, le fait qu'il ait relâché, moi, je comprends ça. Et en plus, comme je le dis, là, ça pourrait arriver à n'importe qui, enfant ou adulte. Oui. Exactement. Mais je me suis quand même un peu sentie coupable parce que je me suis dit, tu sais, j'ai ressassé ça à un monsieur d'un certain âge sur quelque chose qu'on ne réglera pas, c'est 54, mais bon, certes. On apprend. Hein, tu sais, puis en même temps, ça a fini sur une bonne note. Le monsieur était rendu à me jaser là, de qu'est-ce qu'elle a soupé, là, je pense. Ça a comme, tu sais, je veux dire, je pense pas que je l'ai empêché de dormir. Sa fille, elle était très
très captivée, là, Ouais. elle. Là. C'est sûr, tu sais. C'est une on est à une histoire autre époque, captivante. hein, c'est Hein. ça. C'est incroyable. Puis en Ouais. plus, moi, ce que je trouve bien avec cette conversation que tu as eue avec ce monsieur, c'est que ça a permis de confirmer que, je veux dire, Ah, je suis certaine on n'est qu'il l'a pas... vu. Moi, je dirais pas 100%, mais c'est pratiquement 100% sûr que L'avoir c'est entendu, arrivé. là. Là. Puis c'est là que On ça peut pas twist inventer encore ça, plus là. mystérieux, Ouais. Jean-Philippe, parce que ça veut dire que s'il a vraiment vu cet enfant-là, Exact. comment se fait-il que ça finit dans une souche d'arbre Oui. à Petit-Lac-Magog? Un jour, il est dans une rivière, On retrouve pas le corps. puis il part dans le courant. Là. Tu sais, je veux dire, il y a eu des recherches et tout, mais je veux dire, à moins d'être arrêté par des branchages, à finir, mettons, dans une forme de cuvette où le Ils ont courant, fouillé, hein. c'est ça. Et puis, donc, il aurait pu partir vraiment faire des kilomètres et des kilomètres. Et puis, un autre jour, on le retrouve dans une souche d'arbre. C'est ça qui rend... Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui rendent l'histoire incroyable, mais je pense que ça, là, c'est l'élément le plus... Puis, si jamais... Mettons, imaginons que ça ne soit pas le corps de Richard qui était vu, même s'il y a bien des éléments qui correspondent, l'âge, les habits et tout ça. Oui. Mais alors, c'est qui? Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché s'il y avait eu d'autres disparitions. J'ai cherché si on a retrouvé un autre corps, même jusqu'en 55, des ossements, et plus tard, avec les index de coroner de la région de Sherbrooke. Puis, bref, j'en ai pas trouvé. C'est sûr que ça veut pas dire que c'est ça objectivement. Moi, ça m'a donné l'impression, puis encore une fois, je m'avance là, sur quelque chose de plus que... On est rendu aux hypothèses de toute façon. Hypothèses, Hein. c'est déjà fou comme histoire, hein, tu sais. Oui. C'est que ça a été très médiatisé, ça, l'enfant qui a trouvé le corps le corps du bébé, tu sais, de Richard Tessier. Est-ce que quelqu'un qui aurait fait du mal, qui est une tierce personne, admettons, là, tu sais, qui était à l'extérieur de Annette et de Richard, des deux disparus, aurait été récupérer le corps pour le mettre ailleurs, pour perdre en conjecture? Tu sais, c'est complètement tordu, là, ce que je dis là. Je suis très consciente que ça n'a aucun sens, mais en même temps, si l'enfant a vraiment vu le bébé dans l'eau, puis qu'ils ont fini à des kilomètres plus loin au Petit-Lac-Magog, ça veut dire qu'on a comme pris l'enfant, on aurait pris l'enfant quand même, disons, plus que post-mortem, et on l'aurait déplacé, tu sais. C'est une hypothèse intéressante parce que dans bien des affaires, ça arrive que des criminels prennent peur parce qu'il y a quelque chose qui est sorti dans les médias, puis qu'ils essayent de faire des contre-mesures de police scientifique, dans le fond, de se dire, bon, c'est sûr, on est en 54, donc il n'y avait pas l'ADN et tout ça, mais malgré tout, tu sais, peut-être que lui, il a pris peur, il s'est dit, je veux pas qu'on remonte jusqu'à moi, fait que je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas être identifié, et puis je vais récupérer le corps, et puis je vais essayer de les faire disparaître en y mettant le feu. C'est possible, peut-être que cette nouvelle a fait en sorte que lui, il est rentré dans une phase de panique et que lui, il voulait... il a fait ça uniquement pour effacer les traces. Oui. C'est possible. Si c'est le cas, mais encore une fois, c'est pas Annette qui a assassiné son enfant. T'sais. Moi, je trouve que moi, je suis convaincu, puis je l'étais déjà à l'époque, là, quand tu as travaillé sur ce cas, je suis convaincu que le rapport du coroner, c'est un rapport de... OK, c'est un drame, mais on va classer l'affaire. Puis, il y avait tellement de crimes, tu sais, c'est sûr que... Oui. Est-ce qu'on veut mettre de l'effectif pendant si longtemps? Est-ce que, je sais pas... Mais c'est sûr que, bon, toute la question de l'état mental d'Annette, ben j'ai voulu la creuser aussi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché aussi de la descendance de ce couple-là, là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, puisqu'il n'y en a pas du bord de Richard, parce qu'il est décédé. Puis j'ai trouvé, en fait, un neveu d'Annette Gilbert, qui était super collaborant dans ça. C'est quelqu'un qui participe aussi à des projets là, de balado-découverte, tout ça, tu sais, qui est très impliqué. Actif, là, oui, c'est ça, dans sa région, tout ça. Puis connaissait l'histoire, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui était tabou un peu chez lui, là, quand il en parlait à sa mère étant la belle-sœur, en fait, d'Annette. D'accord. Ben c'est sûr qu'il trouvait, tu sais, elle trouvait ça difficile d'en parler. Ça y tentait pas trop, là. C'est tu sais, souvent, pour eux, à l'époque, c'était gênant que ça soit arrivé dans le... Tu sais, c'était... Ben, surtout avec les conclusions. C'est ça, hein, aussi, l'affaire. C'est que là, on parle, selon
les rapports officiels, encore une fois, d'une meurtrière. C'est ce qu'on disait tantôt. Donc, il y a peut-être aussi ça, la gêne. S'il y avait eu d'autres hypothèses de conserver, peut-être que la gêne aurait été moins... Mhm. On aurait pu en parler plus facilement au sein de la famille. Mhm. Mettons de savoir que tu as un parent qui est considéré comme meurtrier, en plus de son enfant. Puis dans tout ce qu'il y a de plus sombre là, Et, comme fin. évidemment. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'autant que que ces premières données-là de dépression nerveuse et tout ça, je trouvais que c'était comme un peu trop facile de dire ça. Toujours un petit côté où on cherche à se dire, ah, ben peut-être que c'était juste pour camoufler autre chose ou pour mieux cautionner qu'est-ce qui s'est passé. Mais lui, il avait, même si c'est sa propre famille, il y avait un point de vue qui corroborait ça. J'ai trouvé ça quand même intéressant, si on peut dire. C'est quand même pas intéressant comme sujet, mais en fait, ça venait corroborer un petit peu les données qu'il y avait parce que, apparemment, selon sa mère, était présente, en fait, au baptême de Richard Tessier dans les années, à peu près, début 51, à peu près, qui a été baptisé. Puis il paraît qu'elle était d'une nervosité là, à un point tel que le curé aurait dit, là, madame, vous allez vous calmer parce que là, parce qu'elle était sur le gros nerf, comme on dirait. Sur le gros nerf, mais comme sans vraiment raison apparente, là, ou en tout cas qui n'ont pas su pourquoi qu'elle était comme ça. Il paraît qu'elle était vraiment malade. Puis aussi, le fameux facteur de vouloir vivre en forêt et de s'éloigner de la grande ville, c'est que Annette, quand elle était petite, elle avait un frère qui s'est fait frapper par une voiture. Ça, c'est une affaire que Ça, c'est un traumatisme, qui l'a marqué. C'est ça. Elle a perdu, je pense, plus qu'un frère et sœur, peut-être pas tous frappés par une voiture, mais il y en a un, entre autres, que c'est ça. Puis, je pense qu'elle était sœur aînée de ce petit garçon-là. Souvent, les grandes sœurs s'occupent beaucoup des petits. Oui. Est-ce que, pour eux, la mort est plus facile que pour d'autres. Quand tu as grandi avec des drames comme ça, c'est difficile de passer par-dessus ça puis de se dire, ben ça arrive pas toujours. Il faut pas non plus avoir tout le temps peur. Tout ce qu'on va se dire, pour eux, ça doit être plus difficile. Puis, donc, c'est ça, ce membre de la famille, là, ce neveu-là d'Annette, disait que oui, il y a eu aussi de la schizophrénie aussi dans la famille, des problèmes. Pas tout le monde, évidemment. Dans toute famille aussi, il peut y avoir des cas de santé mentale. Mais lui, sans dire qu'il est sûr que c'est ça, il disait, ben tu sais, je suis obligée de dire que il y a quand même un facteur là, dans la famille qui montre que oui, c'est possible qu'Annette avait des problèmes de santé mentale, plus des traumatismes reliés à son frère là, qui est décédé d'un accident. Là. Qui peut se comprendre. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un syndrome post-traumatique. Mais c'est ça, ce qui pourrait expliquer. Puis, tu sais, je pensais à ça, puis même de nos jours, sans avoir vécu de drame, que des familles ou des jeunes familles souhaitent s'établir hors de la ville, ça arrive. Tu sais, pour des raisons, il y a bien trop d'insécurité dans les grandes villes, il y a bien trop de voitures, on veut que les enfants puissent s'épanouir en jouant dehors, etc., etc. Donc ça peut arriver même sans avoir vécu de drame particulier. Mais quand on en a vécu, bon, bah ça, c'est quelque chose qui peut être explicable. Moi, je m'arrête au simple fait, puis je reviens toujours à ces bouteilles. C'est là que même si, mettons, en admettant qu'elle est complètement... qu'elle soit devenue complètement folle, on va dire. Excusez le terme, là, c'est absolument pas médical. À l'époque, c'était le terme. C'est ça. Je vois pas comment tout ça aurait pu arriver. Et puis encore une fois, l'histoire de la rivière. Tu sais, il y a des choses qui, quelle que soit l'hypothèse qu'on cherche ou quelle hypothèse on fouille, il y a un moment donné où on se dit oui, mais ça marche pas. Tu sais, il y a quelque chose, il y a toujours un élément qui ne colle pas dans cette histoire. Ça ferait, je trouve, un excellent film. Ah oui, c'est une des plus mystérieuses, je pense. C'est ça, c'est entre le thriller et l'horreur, presque l'épouvante, là, par moment. Il y a un côté extrêmement mystérieux, extrêmement incroyable. Et surtout, après, c'est qu'est-ce qui s'est passé en vrai, là? Moi, je ne serais pas capable de... Tu sais, je suis plus dans le... Moi, j'irais plus vers le meurtre, le double meurtre.
Oui, Mais- j'ai tendance à penser ça. C'est sûr que les données sur les problèmes de santé mentale que vivait Ouais. Annette sont quand même... Mais tous les gens qui ont des problèmes de santé mentale ne finissent pas non, par exactement, tuer, tu sais. parce que là, Ça peut être un élément, mais Ouais. Mais c'est sûr qu'une chose est sûre, c'est que moi, j'aime bien me dire que dans le fond, ça veut pas dire qu'elle a tué son enfant puis que ça devrait pas rester comme ça pour l'éternité, tu sais, parce Oui. que c'est un diagnostic qui était peut-être trop rapide. Puis je te dirais même, je fais juste jusqu'à imaginer que ça preuve du m'arriverait. contraire, ne la considérons pas comme une meurtrière. Tu sais, disons, c'est une possibilité. Que ça soit dans la liste des possibilités, j'ai aucun problème avec ça, mais qu'on se dit, qu'on puisse dire clairement que, dans le fond, Annette Gilbert, jusqu'à preuve du contraire, elle a été victime d'un meurtre. Mhm. Oui, puis qu'elle n'a pas nécessairement assassiné son propre enfant. Exact. Ce qui est quelque chose qui va suivre, tu sais, pour l'éternité, là. Je trouvais que c'était quand même assez épouvantable. Mais c'est sûr que ce serait difficile pour nous de résoudre ça, évidemment. Ah, mais Par contre, c'est un mystère que j'aime, même si c'est sombre, parce que en quelque sorte, c'est une façon peut-être de rétablir un peu, tu sais, un peu l'irrégularité, Oui. admettons. absolument. dans ça. Ceci conclut notre épisode. Je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook de Rétrocrime, sur laquelle vous pourrez suivre notre actualité, mais également donner votre avis et commenter nos épisodes. Nos revues de presse, nos articles ainsi que nos liens utiles se trouvent sur le site retrocrime.com. On vous invite aussi à laisser vos commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Cela aidera à faire connaître ces histoires oubliées à un plus grand nombre de personnes et, qui sait, nous aider à pouvoir entrer en contact avec des témoins de certaines de nos affaires. Annie et moi vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye.